Jocelyne, Oui, Dominique. tu peux m'expliquer la signification de ton gilet jaune? Alors, Ça m'interpelle. mon gilet jaune, il y a écrit prof en colère parce que je suis une professeure de l'éducation nationale et je suis en colère parce que depuis plusieurs années, je pense depuis une quinzaine d'années, eh bien, les hiérarques de l'éducation nationale et les ministres des différents gouvernements qui se sont succédés veulent, j'en suis persuadée, détruire le système de l'éducation nationale et ils veulent que le service public de l'éducation nationale soit privatisé. Je suis persuadée que c'est la volonté des ultralibéraux depuis une quinzaine d'années. Alors, je suis en train de noter une des inscriptions sur ton panneau. Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir. C'est écrit en tout petit. Tu peux nous en dire 2 mots? Je peux rapprocher aussi. Formidable. On le voit bien à l'écran? Ouais. Donc, obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a très bien remarqué Dominique, cette devise sur ma pancarte est une devise que tous les citoyens et toutes les citoyennes de France devraient désormais faire leur. Parce que c'est une devise qui appartient à l'un des groupes de la résistance en France pendant l'occupation allemande de 1940 à 1944. Et la croix de Lorraine que vous avez vue, c'est-à-dire un bâton droit et puis 2 bâtons horizontaux, cette croix de Lorraine signifie que cette devise était celle d'un groupe de résistants gaullistes. Voilà. Donc, est-il autre chose, Dominique, que tu veuilles savoir? Non, c'est simplement parce que c'était écrit en petit et que ça me paraissait une devise intéressante à expliquer à nos auditeurs. Eh bien, je te remercie pour ta question et j'espère que les auditrices et les auditeurs vont s'empresser de faire une petite recherche par Internet, parce qu'Internet est un outil de recherche génial, ça je dois l'avouer, de faire une petite recherche sur la signification de cette devise et surtout sur son contexte. Alors, je suis donc en compagnie, vous l'avez compris, d'une de mes co-mousquetaires, Dominique, l'infirmière, et le petit bruit que vous entendez en ce moment, c'est celui de Dominique, la filmeuse, qui est en train de s'asseoir discrètement sur un fauteuil de cinéaste comme celui sur lequel je suis assise, parce que je suis une femme, même si j'ai les cheveux courts. J'ai des bijoux quand même pour montrer un petit peu ma féminité. Que voulais-je dire? Oui, la raison de cette 6e vidéo, chères auditrices et chers auditeurs, c'est que je vais m'adresser solennellement à un personnage politique que j'admire et que j'estime énormément, mais qui ne fait pas l'unanimité dans la sphère politicienne. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je mets mes lunettes parce qu'il faut que je jette un coup d'œil de temps en temps aux divers points de l'adresse que je suis en train de réaliser pour lui. Donc, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, pourquoi m'adressais-je à vous aujourd'hui? 4 raisons. Première raison, vous avez été, et vous êtes encore, ça s'entend quand vous parlez, vous avez été un professeur. Je suis une professeure dans l'éducation nationale. Vous avez été ministre de l'enseignement professionnel. Donc vous connaissez la réalité de l'éducation nationale et vous connaissez sans doute aussi la mentalité de, malheureusement aujourd'hui, une majorité de ces hiérarques. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce mot, les hiérarques, ce sont tout simplement les responsables de la hiérarchie de l'éducation nationale et de toute autre administration publique, évidemment. 3e raison, vous êtes aussi le créateur de Canal Phi. Je suis une fan de votre émission La Revue de la Semaine, parce que, comme je vous l'ai écrit récemment dans un petit courriel, chaque fois que je vous écoute, eh bien, j'ai l'impression d'en apprendre plus et d'être plus intelligente à la fin. Et lorsque vous avez créé Canal Phi, vous avez dit que c'était pour contourner l'espèce de bâillonnage implicite que faisaient contre vous les merdias nationaux. Alors les merdias nationaux, ça c'est pas vous qui l'avez dit, parce que vous dites jamais de gros mots, mais ça c'est moi qui le redis parce que je l'ai déjà entendu dans des manifestations de Gilets jaunes. Et donc vous avez créé Canal Phi parce que ne pouvant pas vous exprimer dans les merdias nationaux, vous avez décidé de contourner cette invisibilisation délibérée et de créer votre propre moyen de communication. Donc Canal Phi
est, ou devrait être, une plateforme de communication, une plateforme d'information, une plateforme où l'expression des citoyennes et des citoyens qui ne trouvent pas ailleurs à s'exprimer pourrait justement, où la parole de ces citoyennes et citoyens pourrait être relayée. Et la quatrième raison de l'adresse que je vous fais en ce moment, c'est que j'ai besoin de votre aide dans le combat que je mène depuis 3 ans, contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Le harcèlement moral est reconnu dans l'éducation nationale grâce à des textes, depuis environ le début des années 2000, grâce à des textes qui prévoient de protéger la santé mentale et physique des fonctionnaires contre les risques psychosociaux dont le harcèlement moral fait partie. Donc le harcèlement moral est reconnu par des textes, mais malheureusement, il est ignoré par les hiérarques, parce que ce sont les hiérarques qui justement font subir le harcèlement moral à des agents et des agentes de la fonction publique. Ce qui est mon cas depuis 3 ans. Je lutte depuis 3 ans, avec un certain succès, mais avec aussi des moments où mon état psychologique n'est pas aussi, vibrionnant qu'aujourd'hui. Donc, je lutte contre le harcèlement moral de la rectrice de l'Académie de Reims, qui a décidé depuis le printemps 2016 de soutenir délibérément et avec persistance les chefs-aïonnes des 2 établissements où j'ai enseigné jusqu'à aujourd'hui, lorsque ces chefs-aïonnes ont voulu me placardiser, mais la rectrice soutient aussi délibérément et consciemment les entreprises de diffamation de la part de certains de mes collègues entre guillemets. Et donc j'ai besoin de votre aide pour médiatiser mon combat. Parce que la médiatisation est un moyen de protéger les lanceurs et les lanceuses d'alerte. C'est un véritable moyen de protection. Et dans votre équipe de candidats et de candidates aux élections européennes, aux dernières élections européennes, il y avait, vous ne pouvez pas l'ignorer, une lanceuse d'alerte qui s'appelle Céline Boussier. Elle était dans le sud de la France, elle était candidate dans le sud de la France, enfin elle habite en tout cas dans le sud de la France. Et Céline Boussier a lancé l'alerte contre les conditions de maltraitance dans un IME. Donc c'était dans le sud de la France. Et elle a dû lutter plusieurs années contre non seulement les tentatives de bâillonnage de sa hiérarchie, elle a mis notamment en cause l'agence régionale de santé, l'ARS, oui, mais elle a dû lutter aussi contre les... Comment dire ? J'ai du mal à trouver le mot qui correspond à l'attitude de ses collègues, contre l'ostracisation et contre quasiment les insultes de ses collègues qui avaient peur que Céline Boussier, justement, dénonce des conditions que ses collègues acceptaient depuis plusieurs années. Et Céline Boussier le dit explicitement lors des amphis, lors des réunions de la France Insoumise qui ont eu lieu en juillet 2018. Il y a une émission où elle parle en compagnie de l'eurodéputé Younous Omarjee. Voilà. Donc, la médiatisation est un moyen de protéger les lanceurs et les lanceuses d'alerte, et c'est pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui. Alors, je vais aussi, me référer à des paroles fortes que vous avez prononcées lors du discours avant-hier soir, lors du discours que vous avez prononcé à la fin des 2 journées de l'Assemblée représentative de la France Insoumise. Et notamment, lorsque je vous dis que je m'adresse à vous parce que vous êtes le créateur de la France Insoumise, je me considère moi-même comme une insoumise, et c'est pour ça que la rectrice s'acharne sur moi, puisqu'elle voudrait bien me faire taire. Donc, vous avez dit, le combat de l'insoumission, c'est refuser la parole qui vous arrive de l'extérieur, présentée comme une vérité. Donc moi, je refuse la parole qui m'est présentée par les hiérarques, qui voudraient faire croire que non, du harcèlement moral, ça n'existe pas dans l'éducation nationale, non, des enseignants et des enseignantes qui sont réduits à demander et à obtenir des congés de longue maladie ou des congés de longue durée, ça n'existe pas, non, des enseignants et des enseignantes qui se suicident, parce que justement,
ils ne peuvent pas lutter contre le harcèlement de leur hiérarchie et qu'ils ne sont pas aidés par les syndicats qui devraient normalement être là pour ça, eh bien, la hiérarchie, les hiérarques de l'éducation nationale invisibilisent ce phénomène, ce fléau. Et donc moi je refuse cette parole d'invisibilisation et je vous demande, en tant qu'insoumise, je vous demande de relayer ma parole à moi qui dit la vérité. Donc, vous l'avez compris, ce que je veux, c'est lever l'omerta sur le harcèlement moral. Cette omerta est énorme, comme elle l'est dans d'autres secteurs de la fonction publique, comme par exemple dans l'hôpital. Peut-être êtes-vous au courant d'un livre qui a été écrit par deux médecins. L'un d'eux s'appelle le professeur Philippe Maresco. Il a écrit son livre en 2018 et son livre s'appelle « Hôpitaux en détresse, patients en danger ». J'en avais déjà parlé avec toi, Dominique, justement, de ce livre. Et donc, cette omerta existe de la part de la hiérarchie. Mais dans l'éducation nationale et dans le phénomène du harcèlement moral dans l'éducation nationale, il y a une omerta encore plus grande, parce que le harcèlement moral peut être vertical, c'est-à-dire exercé par des hiérarques sur des subordonnés, mais il est aussi, et environ dans les mêmes proportions, c'est-à-dire environ 45%, il est aussi horizontal. C'est-à-dire que des enseignantes et des enseignants, ou des personnels d'éducation, on va dire, personnels d'enseignement et d'éducation, peuvent prendre pour cible une personne qui ne correspond pas au moule dans lequel les différents hiérarques et les différents ministres qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui veulent faire entrer le personnel de l'enseignement. Donc cette personne ne correspond pas à ce moule, cette personne n'est pas formatée, cette personne est différente, cette personne est une insoumise et une résistante, et donc cette personne devient la cible d'une cabale, évidemment aux ordres de la hiérarchie. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, à 2 reprises, au printemps 2016 dans un petit collège des Ardennes à Grand-Pré, et actuellement, depuis septembre 2018, dans le collège Louis Pasteur de Suippes, dans la Marne. Donc cette omerta sur le harcèlement moral horizontal, elle est encore plus lourde, elle est encore plus puissante que celle sur le harcèlement moral vertical. Et les méthodes des hiérarques qui sont, qui ont l'appui de ces collègues que j'appelle, sans aucune honte et ni peur, que j'appelle des collabos, donc les méthodes qu'emploie la hiérarchie pour bâillonner des insoumises, des enseignantes insoumises comme moi, eh bien ces méthodes relèvent, comme vous l'avez dit dimanche soir, elles relèvent de méthodes autoritaires. Vous avez parlé de l'autoritarisme du président, de l'actuel, je ne l'appelle même pas président de la République, parce que pour moi, il n'est pas président de la République, je l'appelle l'actuel locataire de l'Élysée. Vous avez dit, en parlant de l'autoritarisme de Macron, être accusé sans preuve aujourd'hui en France, ça c'est normal. C'est mon cas, puisque j'ai par 2 fois été, l'objet d'une procédure disciplinaire de la rectrice, sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Vous avez dit, on a habitué petit à petit les gens à trouver ça normal. La militarisation, je suppose que vous parliez de la militarisation de la police, et la criminalisation. Je suppose que vous parliez de la criminalisation de l'action militante. Vous avez dit, et je suis totalement en accord avec vous, la dérive autoritaire est une grande menace, je ne suis pas en train d'exagérer. Où que l'on aille, sous-entendu en France aujourd'hui, où que l'on aille, ce sont des libertés en moins. Et vous avez totalement raison. Donc c'est pour ça aussi que je vous demande votre aide, parce que ma dénonciation publique du harcèlement moral et des méthodes, alors personnellement je vais plus loin que vous, je ne dirais pas des méthodes autoritaires, je dirais des méthodes despotiques. Donc ma dénonciation des méthodes despotiques de la hiérarchie dans l'éducation nationale correspond parfaitement à votre dénonciation de l'autoritarisme, et je vais plus loin que vous, moi je dis du despotisme, de l'actuel locataire de l'Élysée. Une autre raison de mon combat aussi, plus large, c'est que, en tant qu'enseignante, je veux défendre l'objet même de l'éducation nationale, qui est l'enseignement et l'éducation de tous les enfants de la République française. Et j'ajoute tous les enfants de la République française, c'est-à-dire tous les enfants nés avec la nationalité française, mais aussi tous les enfants qui viennent d'un pays étranger, à cause des vicissitudes de la vie de leurs parents,
et qui habitent en France actuellement. Donc pour moi, l'objectif de l'éducation nationale, c'est d'offrir à tous les enfants, nés en France ou hors de France, mais habitant en France à l'heure actuelle, d'offrir à tous ces enfants un enseignement de qualité, voire de très bonne qualité, parce que c'est possible, de leur offrir tous les moyens de se construire en tant qu'être humain, de leur offrir les moyens de réfléchir par eux-mêmes et par elles-mêmes, afin que plus tard, lorsque ils et elles seront des citoyennes et des citoyens, eh bien, ils et elles ne seront plus écrasés, exploités par soit des hiérarques, comme dans mon cas, soit des patrons dans leur vie professionnelle, en tout cas par n'importe qui voudrait avoir prise sur elles et sur eux. Et mon combat contre le harcèlement moral et pour la préservation d'une éducation nationale de qualité et au service du public, eh bien, malheureusement, trouve, depuis l'arrivée du ministre Blanquer dans la bande à Macron il y a 2 ans, mon combat trouve un écho. Et cet écho-là, je suis sûre que vous allez le comprendre. Parce que vous avez dit dimanche soir, l'école détruite par le projet Blanquer, l'école est le principal levier de l'unité française, l'unité républicaine. L'idée qu'on peut s'améliorer par soi-même, en se hissant par ses mérites et ses connaissances. C'est ça, avez-vous dit, monsieur Mélenchon. C'est ça que le macronisme est en train de tuer dans l'œuf. Et vous avez parfaitement compris la menace. En train de tuer dans l'œuf. Et ce sera encore plus dur après, avez-vous dit, de reconstruire une véritable éducation nationale comme vous l'avez connue. Et comme je l'ai moi-même connue, parce que je suis entrée dans l'éducation nationale en 1991. Et à mes yeux, Lionel Jospin est le seul vrai ministre de l'éducation nationale que nous ayons jamais eu. Enfin, en tout cas dans les 40 dernières années. Bon, il y avait Chevènement aussi qui était très bien, mais bon, c'est quand même son aide de camp qui a malheureusement créé l'expression dégraisser le mammouth. Donc, mon objectif est, par cette dénonciation, de préserver l'éducation nationale comme service public et comme service qui permet d'offrir aux enfants les moyens de devenir des êtres humains libres dans leur vie d'adulte. Et je suis persuadée que vous pouvez comprendre cela. Plus largement, vous défendez aussi, et vous l'avez fait récemment à la tribune de l'Assemblée nationale, vous défendez aussi la fonction publique. Parce que depuis l'arrivée de la bande à Macron, il y a un autre ministre qui s'appelle Darmanin et qui est en train de détruire la fonction publique. Et malheureusement, si vous, monsieur Mélenchon, vous en avez conscience, si dans votre équipe, beaucoup de députés et d'eurodéputés en ont conscience, malheureusement autour de vous et dans la majorité de la population française, même les fonctionnaires n'en ont pas conscience. Et même les fonctionnaires ne défendent pas la fonction publique. Je suis sûre que, comme moi, vous avez été désespérés de voir le chiffre de non-grévistes le 9 mai dernier, lorsqu'il y avait la journée de mobilisation nationale pour défendre la fonction publique contre les attaques de Darmanin. Et vous avez vu qu'il y avait 88% de non-grévistes. C'est, comme vous avez dit aussi à un autre moment dans votre discours de dimanche soir, c'est cruel et c'est douloureux de s'apercevoir que des gens qui devraient défendre ce service public, cette fonction publique de l'État, eh bien ne la défendent même pas, ne vont même pas manifester et perdre peut-être 100 € par jour pour un seul jour de grève pour la défendre. C'est cruel et c'est douloureux, mais c'est pas parce qu'il y a ces gens-là que nous, il faut nous abstenir de défendre cette fonction publique à laquelle vous et moi nous sommes attachés. Donc, je reprends là encore vos paroles de dimanche soir. L'État a la nécessité absolue de la stabilité de la fonction publique. Parce que c'est le moyen de lutter contre la corruption. Et ça, grâce à vous, vous voyez, je n'y avais pas pensé. Mais vous avez raison, c'est le moyen de lutter contre la corruption. Un statut de la fonction publique avec des fonctionnaires à vie. Ça empêche justement que si ce sont des contractuels qui sont recrutés, eh bien, pour préserver leur contrat dans l'année suivante, ils sont prêts, ils et elles soient prêts à faire des dérogations à la règle déontologique. C'est évident. Mais je n'y avais pas pensé avant que vous le disiez. Parce que c'est donc le moyen de lutter contre la corruption et de faire progresser en connaissance et en formation les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, quand on est fonctionnaire à vie, c'est effectivement parce que toute sa vie est dédiée au service de l'État. L'État a besoin du statut de la fonction publique, avez-vous dit.
Et c'est absolument logique et évident. Mais c'est tellement logique et évident que pour la bande à Macron au service des ultra-riches et des capitalistes et de l'oligarchie qui veulent privatiser les services publics, eh bien cette fonction publique-là, il ne faut plus qu'elle existe. Voilà pourquoi la contre-réforme de Darmanin va détruire cette fonction publique. Et moi, en tant qu'enseignante et fonctionnaire d'État, je suis fière d'être fonctionnaire d'État, mes parents l'étaient tous les deux, ma sœur l'est aussi, donc en tant que fonctionnaire d'État, eh bien je veux défendre cette fonction publique. Voilà, et j'espère que vous m'y aiderez. Enfin, je voudrais reprendre le mot de combat que je dis à chaque fois que je fais les vidéos, avec l'aide de mes deux amis co-mousquetaires, et avec l'aide aussi d'un enseignant en Belgique, parce que le premier entretien que j'avais réalisé, c'était avec lui, un enseignant belge. Je me suis déplacée exprès, parce que lui aussi luttait contre le harcèlement moral. Donc, ce mot de combat, vous l'avez aussi employé. Et là, je vais d'abord citer vos paroles, parce qu'elles m'ont vraiment touchée par leur force, et parce qu'elles entraient en totale résonance avec mes propres convictions. Vous avez dit, en parlant de la nécessaire lutte de la France insoumise, même après le relatif échec aux élections européennes, vous avez dit « Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que vous battre ?» C'est la lutte qui donne le sens à la vie. Et vous avez cité Albert Camus, qui parlait du mythe de Sisyphe. Donc vous avez dit que Camus, les paroles de Camus, c'est « La lutte pour les sommets est le meilleur de soi. » Non, excusez-moi. La lutte pour les sommets suffit à remplir le cœur d'un être humain. Voilà, c'est absolument génial. Je ne savais pas que c'était Camus qui l'a dit, mais grâce à vous, maintenant je le sais. La lutte pour les sommets suffit à remplir le cœur d'un être humain. Et là, ce sont vos mots, vous avez ajouté, vous avez glosé sur les mots de Camus. C'est la lutte pour le meilleur de soi. Et le meilleur de soi, c'est toujours le plus grand don qu'on fera aux autres. Le plus grand intérêt qu'on aura pour tous les autres. Parce que chacun et chacune d'entre nous n'est rien sans tous les autres. Moi, je reprendrai ces mots, Monsieur Mélenchon, parce que c'est exactement ce que je ressens depuis 28 ans que je suis enseignante. Je suis absolument passionnée dans mon métier. C'est ce qui crée une certaine envie et une certaine jalousie chez mes collègues. Je suis passionnée par mon métier parce qu'à chaque fois que je suis en relation avec des gosses, à chaque fois que je suis avec des gosses et que je fais mon métier de professeur en documentation, qui est un métier à la fois d'enseignante et de documentaliste, les deux sont absolument liés. Donc à chaque fois, à chaque minute que je passe avec les gosses, eh bien je donne le meilleur de moi-même, parce que ce sont les enfants qui sont en face de moi qui m'obligent à donner le meilleur de moi-même. Et en donnant le meilleur de moi-même, je sais que moi-même je me hisse vers les sommets, comme Camus disait, mais je permets aussi à ces enfants de s'élever aussi vers le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et les gosses le sentent parfaitement. C'est parce que j'ai une relation vraiment très très bonne avec les gosses que je suis aussi jalousée et détestée par certains et certaines de mes collègues, que je n'appelle plus des enseignants et des enseignantes, bien sûr. Donc, ce meilleur de soi-même, de moi-même, c'est ce que je veux absolument continuer à faire jusqu'à ma retraite. Et mon combat, c'est que jamais, jamais, jamais la rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Insel, et contre qui j'ai porté plainte au pénal, jamais la rectrice Hélène Insel ne m'obligera ou ne m'acculera soit à donner ma démission, soit à être placée en congé de longue maladie. Jamais. Mais pour ce combat, pour mener ce combat à bien, Monsieur Mélenchon, j'ai besoin de votre aide. Et là, je reviens à ce que je disais au départ. J'ai besoin de votre aide pour médiatiser mon combat. Voilà, tout simplement. Médiatiser mon combat. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire j'ai besoin de votre aide pour servir d'intermédiaire entre la population, des gens qui vont regarder cette vidéo, mais qui regardent aussi Canal Phi et qui vous regardent aussi en tant que tribun. Et j'ai besoin que vous médiatisez, c'est-à-dire que vous soyez d'intermédiaire entre ma parole, qui pour l'instant est assez isolée, et tous les gens qui sont soit des fonctionnaires, soit des enseignants, soit des parents d'élèves, des mères et des pères d'élèves, et qui ne savent pas ce qui attend leurs enfants dans l'éducation plus nationale du tout que Blanquer est en train de détruire. Donc je vous demande votre aide pour
demandez aux responsables de Canal Phi de me contacter, ou que vous me contactiez vous-même, par l'intermédiaire de votre collaboratrice Élise Ballet, par exemple, qui a gentiment répondu au petit courriel que je vous avais envoyé en soutien à votre note de blog qui s'appelait En attendant que la poussière retombe. Donc, que vous demandiez à ces responsables de Canal Phi de me contacter. J'ai déjà essayé moi-même de le faire. J'ai eu un petit courriel en avril de Pierre Joignot, et puis plus rien. Donc j'en suis très déçue, et j'espère que grâce à vous, eh bien, on pourrait mettre en place à Canal Phi une émission régulière sur le modèle, par exemple, des vidéos faites par un jeune lyonnais qui s'appelle Djemil, et son émission s'appelle J'ai mille choses à te dire, et c'est une émission absolument géniale, des reportages et des entretiens que fait Djemil, ce jeune français, et qui se trouve donc sur la plateforme de Canal Phi. Donc j'aimerais proposer aux responsables de Canal Phi des émissions dans ce même format. Et je voudrais expliquer dans le détail, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral, vertical, horizontal, en quoi il y a des dysfonctionnements pour protéger les agents et les agentes de la fonction publique contre le harcèlement moral, en quoi les hiérarques et les syndicats, parce que j'ai envie de consacrer une autre vidéo aussi aux syndicats, en quoi les hiérarques et certains syndicalistes sont dans une osmose presque parfaite. Et ce format-là, j'en suis sûre, pourrait connaître, grâce à vous, grâce à Canal Phi, pourrait connaître un certain succès. Voilà. Et pourrait aider à la prise de conscience collective des gens, et en même temps pourrait aider à ma protection. Voilà. J'ai aussi pensé à une sorte de conférence de presse, comme vous aviez été obligé de le faire après les perquisitions totalement illégales dont vous avez été victime. J'ai bien aimé quand vous avez dit que les 100 gendarmes qui se sont présentés le même jour dans toute la France auprès de plusieurs insoumis, eh bien, lorsqu'il aurait fallu enquêter sur le possible pacte de corruption pour la vente d'Alstom à General Electric, pacte qui pourrait impliquer certains proches de l'actuel locataire de l'Élysée, vous vous êtes demandé où étaient passés ces gendarmes. Pourquoi ces gendarmes n'ont pas, à ce moment-là, ne se sont pas précipités dans le logement de l'actuel locataire de l'Élysée pour regarder sous son matelas s'il n'avait pas des documents compromettants. Donc, une conférence de presse, où par exemple, je pourrais être assistée de mon avocate, éventuellement d'un autre syndicaliste que je connais qui lutte contre le harcèlement moral aussi, qui fait partie du syndicat Sud Éducation. Et voilà, j'ai pensé à ces deux formes d'aide que vous pourriez m'apporter. Donc, j'espère que j'aurai des nouvelles de vous lorsque vous regarderez cette vidéo ou lorsque l'équipe des Insoumis regardera cette vidéo. Et dans cette attente, je continuerai à regarder et à écouter tous vos discours et toutes vos revues de la semaine. Voilà. Merci, Monsieur Mélenchon, et j'espère à très bientôt.